Alors, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Marie-Claire Daveu, bonsoir. Nous sommes extrêmement honorés de votre présence parmi nous ce soir dans cette école que vous n'avez pas fréquentée, mais que vous semblez connaître bien et affectionner. Vous entretenez en effet, et votre groupe entretient de nombreux liens avec Sciences Po. Kering est partenaire et un partenaire important de Sciences Po et très actif. Vous êtes vous-même membre, je parle sous votre contrôle, du comité stratégique de l'école du management et de l'impact, dont de nombreux étudiants sont parmi nous ce soir. Et puis, vous êtes, j'imagine, dans votre vie de tous les jours, votre vie professionnelle, entouré d'alumni. Alors, effectivement, Paul Michon, qui est président du groupe Luxe et qui est également directeur de la communication de Kering et qui co-organise cette soirée au nom du groupe Luxe avec notre groupe Environnement et Développement Durable. Et que je salue et remercie. Pauline Pigotte, elle est où Pauline? Voilà. Grâce à qui cette soirée peut avoir lieu aujourd'hui et que nous remercions chaleureusement aussi. Mais je pense aussi à Paul Guyot, Sionest, à Alexandre Fongaro, qu'on connaît bien, et à tous les autres. Voilà. Et puis, notre groupe Environnement et Développement Durable et moi-même, Marie-Claire, nous sommes sincèrement très heureux de vous accueillir ce soir. Bien sûr, parce que vous êtes une personnalité emblématique de la RSE, je le dis vraiment sincèrement, et aussi parce qu'on est convaincu que les entreprises ont un rôle fondamental et moteur à jouer dans la transition, aux côtés bien sûr des autres parties prenantes, des ONG, des États, des collectivités, mais surtout comme Kering, elles ont une force de frappe et un pouvoir d'influence qui sont considérables. Et puis enfin, s'il fallait encore une autre raison, parce que votre parcours à travers des secteurs qui sont au cœur du réacteur en matière de transition énergétique et écologique et de transformation à mener, je pense aux entreprises dans lesquelles vous êtes passé, que ce soit la pharmacie, l'énergie, la banque, où vous êtes encore membre de conseils d'administration, et bien sûr le luxe. Eh bien, vous témoignez qu'on peut faire bouger les lignes de l'intérieur. Et c'est pour nous, c'est extrêmement important de témoigner de ça. Voilà. Bref, vous êtes du bon côté de la force. Merci beaucoup, Marie-Claire. Et puis, je passe la parole à Paul, qui va dire quelques mots sur votre parcours. Bonsoir à tous. Donc vous l'avez compris, j'ai l'honneur et la chance de travailler avec Marie-Claire chez Kering depuis de nombreuses années. Et donc je co-préside le groupe Luxe de Sciences Po Alumni. Marie-Claire, je suis évidemment ravi dans mes fonctions et qualités ce soir de te présenter à notre auditoire. Tu es avant tout bretonne, rennaise même, ce qui est un point commun avec la famille fondatrice de Kering, fille de médecin et depuis toute petite amie des animaux et de la nature. Ce qui probablement t'a poussé vers des études que tu as faites à l'agro d'abord, puis complétées par un DSS de gestion publique à Dauphine. Tu rejoins rapidement les cabinets ministériels, d'abord comme conseillère technique sur l'écologie et le développement durable au cabinet de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre en 2002, puis comme directrice de cabinet de Serge Lepelletier, ministre de l'écologie et du développement durable. En 2005, tu passes une première fois dans le privé comme directrice du développement durable du groupe Sanofi-Aventis. Et de 2007 à 2012, tu retournes au service de l'État en tant que directrice de cabinet de Nathalie Kosciusko-Morizet, d'abord au secrétariat d'État à l'écologie, puis au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. En 2012, grand virage, tu rejoins le groupe Kering en tant que directrice du développement durable et des relations institutionnelles, après une rencontre avec François-Henri Pinault qui t'a convaincu de la sincérité de son engagement en matière de développement durable.
Chez Kering, tu définis et tu mets en œuvre une stratégie ambitieuse, rythmée par des plans à 5 ans, avec des objectifs chiffrés. Et à ton actif, parmi de très nombreuses réalisations, on peut citer, et tu en reparleras certainement de toute façon, la mise en place à l'échelle du groupe du compte de résultat environnemental, comme boussole de la stratégie développement durable de Kering. La création du Materials Innovation Lab, une bibliothèque d'échantillons de tissus et de textiles durables à disposition de l'ensemble des maisons du groupe. La création du Fashion Pact, impulsé par Emmanuel Macron et présenté par François-Henri Pinault dans le cadre du G7 de Biarritz en 2019. Et la fin de l'utilisation de la fourrure animale dans l'ensemble des maisons du groupe Kering. On pourrait aussi parler d'agriculture régénératrice, de circularité, de beaucoup d'autres sujets. Et on a 1h30, je crois, pour le faire ce soir. Je voudrais seulement finir en citant un résultat et un engagement. Le résultat, en 2021, Kering a réduit son impact environnemental total de moins 40% par rapport à 2016, donc en atteignant son objectif avec 4 ans d'avance. Et en 2023, l'objectif, en 2023, Kering s'est engagé à réduire ses émissions en valeur absolue de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2035 par rapport à 2021. Au passage, Anne-Béatrice l'a mentionné, tu es aussi administratrice d'Engie et du Crédit Agricole. Et surtout, pour conclure, je voudrais témoigner plus personnellement de ta sincérité et de ta détermination sans faille pour faire avancer les sujets que tu portes au sein de Kering, avec toujours un enthousiasme et un optimisme qui sont communicatifs et que j'espère tout le monde pourra percevoir ce soir. Voilà, merci Marie-Claire d'être parmi nous. Je vais terminer ces introductions. Une toute petite minute. Nous vous remercions, Marie-Claire Daveu, de nous offrir le privilège de partager votre temps, votre expérience, vos convictions avec nos amis ici présents. Et ensemble, nous allons voir avec vous comment Kering a inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie économique, comme au cœur de sa vision du luxe créatif et moderne, et c'est l'intitulé de la conférence, pour façonner le luxe de demain. Vous nous présenterez aussi les enjeux spécifiques du secteur en matière de développement durable, les engagements et les actions de Kering plus particulièrement évidemment, et puis vous reviendrez également sur l'évolution de vos fonctions, de votre fonction de Chief Sustainability Officer, de messager à garant d'impact positif concret. Alors simplement, on a voulu cette soirée très participative, comme on le fait maintenant de plus en plus. On va partager le temps en deux. La moitié pour vous bien sûr et l'autre moitié pour l'Assemblée. C'est d'autant plus crucial que les questions sont très très nombreuses et que l'heure est plus que jamais à l'urgence. Moi je voulais mettre un petit coup de projecteur sur ce qu'on a appris il y a 48 heures. Un rapport de l'ONU Climat nous apprend effectivement que les pays signataires de l'accord de Paris ne vont baisser leurs émissions que de 2% d'ici 2030. Par rapport à 2019, alors qu'elle devrait être réduite de 43% selon le dernier rapport du GIEC pour espérer limiter le réchauffement climatique à 1,5%. Évidemment, l'ONU nous dit qu'on doit faire des pas de géant et l'industrie de la mode en particulier va elle aussi devoir accélérer. Paul nous a expliqué que vous étiez dans cette accélération parce que cette industrie, et je ne vais pas m'étendre sur les chiffres, il y a des choses qui circulent et on sait globalement que c'est l'une des plus polluantes au monde. Et le luxe doit donc d'être à la pointe de cette mutation, c'est sa responsabilité. Pas seulement parce qu'il est face à un mur réglementaire, et j'y reviendrai, pas seulement parce qu'il est face à des risques réputationnels, mais tout simplement pour être exemplaire. Alors Kering, numéro 2 mondial du luxe, c'est un pionnier et un leader du secteur en matière de transition écologique. Très vite, très brièvement, depuis plus de 25 ans, le groupe s'engage très concrètement pour minimiser les répercussions de son activité sur à la fois les populations et sur l'environnement. On parle de matériaux innovants, on parle d'agriculture régénératrice, on parle d'outils de mesure sur l'impact environnemental. Moi, ça me tient particulièrement à cœur, ce compte de résultats environnemental qui quantifie les impacts de vos activités sur l'environnement et qui permet d'intégrer directement le développement durable dans la stratégie de l'entreprise. Et vous revendiquez surtout votre volonté d'aller au-delà des réglementations. Alors ça, on aime bien, pour vous inscrire justement dans une logique de remise en état. Et ça parlera aux gens qui sont férus de double matérialité aussi, et pour faire en sorte que l'on revienne à l'état initial.
Alors votre objectif, et vous allez nous l'expliquer, on aura sûrement des questions là-dessus, n'est pas du tout la décroissance, mais bien de vous développer en ayant un moindre impact environnemental et en participant à la conservation des métiers et des savoir-faire. Alors, dernier point, Kering n'agit pas seul, bien sûr. On sait tous que seul un effort collaboratif permettra au secteur d'atteindre ses objectifs de développement durable. Alors, on peut citer quelques objectifs. Évidemment, la réduction des émissions, évidemment, la transparence de la chaîne d'approvisionnement, et bien sûr le renforcement de la protection et la juste rémunération des travailleurs de l'industrie textile. Vous êtes partie prenante de plusieurs collectifs. Là aussi, il y a des collectifs qu'on aime bien comme Paris Good Fashion, qui visent à faire de Paris la capitale mondiale de la mode responsable. Et vous assumez de vouloir faire pression pour que la mode durable se développe à grande échelle et vite. Et ça tombe bien par rapport à mon premier propos. Il y a urgence. Alors ce partage d'expérience ce soir va contribuer à mettre cette pression. On a hâte que vous fassiez pression sur notre assemblée. Et on va vous écouter avec grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, bonsoir à tous et à tous et merci pour ces propos introductifs. Et je renvoie à Paul que c'est aussi un plaisir partagé tous les jours de se rendre chez Kering et de travailler avec Paul. Vous l'avez évoqué en fait ce soir, moi dans mon propos, il y a 3 parties, c'est de vous parler un peu de luxe et développement durable. Ensuite, et je trouve que plutôt que de faire des grands discours, c'est de témoigner de ce que l'on essaye de mettre en œuvre chez Kering. Vous avez mis en avant tout ce que l'on fait. Je resterai quand même aussi modeste et en le pensant sincèrement, on est aussi conscient de tout ce qui nous reste à faire et de tous les projets qu'on doit engager pour continuer à réduire notre impact environnemental et évidemment accroître les externalités positives sur la partie sociale. Et puis le dernier point, et on pourra continuer dans la discussion, c'est sur le rôle en fait du CSO, du directeur développement durable, mais au-delà de ça, de la fonction. Donc, si on démarre, peut-être pour remettre comment le luxe et le développement durable, et vous l'avez commencé à introduire dans vos propos de la responsabilité, tout le monde connaît en fait ce graphe et cette répartition. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'elle permet, c'est moins une approche, pour moi, qui est une approche scientifique technique, que d'avoir aussi la capacité de parler au grand public. Et donc de se dire que la Terre, les ressources naturelles, etc., ne sont pas illimitées. Et donc, dès le mois d'août, notamment au travers des pays développés, on est en surconsommation. Et donc, quelque part, on est en train de puiser dans un monde où les ressources sont finies. Et vous le mentionniez, le secteur. Alors moi, je fais quand même une différence par rapport à la responsabilité, et on y viendra, qui est très particulière du luxe. Et c'est pour ça que je vous en parle de l'impact des secteurs de la mode, qui est en fait toute l'industrie textile. Donc quelques chiffres à partager avec vous. Quand on regarde les émissions en fait de gaz à effet de serre et donc de tonnes de CO2 notamment, l'industrie en fait textile est une des industries les plus contributrices. Pourquoi ? Parce que souvent, et on verra dans les programmes d'action, on voit le vêtement, on voit le produit fini, mais on oublie totalement que tout ça vient de la nature, que le cuir vient des vaches, que le coton vient du sol, et donc que notre industrie, en fait, elle est complètement intrinsèquement liée au monde agricole. Donc, première chose, émettrice de gaz à effet de serre. Deuxièmement, et ça, c'est devenu ultra grand public, il y a reportage sur reportage dans les différents types de médias sur le fait que vous avez un stockage en fait des produits textiles qui sont achetés, utilisés une fois et qui se retrouvent en fait non recyclés, non réutilisés, mais envoyés notamment dans un certain nombre de pays africains, avec encore une fois, et moi j'y reviendrai quand j'utilise, alors que ça soit sustainability, développement durable, RSE, CSR, on ne va pas ouvrir des débats sémantiques ce soir, mais à chaque fois pour nous, on a le pilier environnemental et le pilier social. Et donc quand on parle en fait de tous ces
ces vêtements qui se retrouvent notamment mis en décharge, qui ne sont pas réutilisés, etc., bien évidemment derrière, vous avez des conséquences sociales en termes de pollution. Mais vous avez aussi, et vous avez vu ces images, et notamment de femmes qui portent en fait tous ces vêtements sur leur tête, etc. Et donc avec des vrais problèmes de santé, voire qui entraînent des morts. Donc on se rend compte que au-delà des fashion shows, au-delà des magazines, au-delà des influenceurs, évidemment, le secteur de l'industrie textile a un impact sur l'environnement et donc doit agir. Ce qui est intéressant de l'autre côté, et vous voyez, j'avais une présentation cet après-midi devant le comité d'audit en fait, du groupe Kering sur les nouvelles réglementations, et on n'aura peut-être pas le temps ce soir, mais vous en avez une qui est importante qui s'appelle en fait la CSRD. Je pense que vous êtes les uns et les autres plus ou moins familiers avec ça, mais le développement durable aujourd'hui, notamment en Europe, il y a un cadre réglementaire qui devient de plus en plus important. Et ça va quand même faire bouger un certain nombre de choses, sachant que ce cadre réglementaire, quand on parle de la CSRD, on est sur le pilier de l'environnement, sur le pilier social et aussi le pilier de la gouvernance. Quand on regarde, et même par rapport à ce qu'on peut lire dans la presse sur les États-Unis ou sur l'Asie, à leur échelle, si on regarde par rapport à ce qui se passait il y a 5 ans ou il y a 10 ans, il y a également en fait un cadre législatif et réglementaire qui s'accroît. L'autre point qui est aussi intéressant quand on parle de développement durable, et on y reviendra, c'est que les consommateurs et notamment les jeunes générations sont de plus en plus en fait attentifs à ce sujet, questionnent de plus en plus, ce qui n'empêche en rien, moi j'ai des enfants qui sont étudiants et où c'est une schizophrénie permanente, c'est-à-dire qu'ils vont challenger des groupes comme Kering et en même temps ils vont être non-stop à avoir des vidéos sur leur iPhone et avoir l'impression que c'est l'énergie vient par le Saint-Esprit et que l'on peut télécharger, faire des jeux vidéo sans que ça n'ait un impact. Donc quand on dit il y a les jeunes, oui, qui sont de plus en plus challengeants, etc. Mais c'est intéressant de regarder dans le détail que dans cette génération aussi de consommateurs et de jeunes, c'est pas aussi homogène qu'on peut le croire. Et puis l'autre chose qui est importante, et ça vous l'avez aussi mentionné en présentant Kering, on le voit, c'est que l'entreprise, alors c'est discutable, mais nous en tous les cas, c'est le parti que nous avons pris, c'est qu'on considère en fait que quasiment l'entreprise joue un rôle politique avec un grand P au niveau de la société, au niveau de la communauté. Encore une fois, c'est pas pour autant qu'on est parfait, mais c'est de se dire, on ne regarde pas simplement aux bornes légales de l'entreprise, mais on essaye véritablement d'emmener en fait notre écosystème. Et quand je dis notre écosystème, ça va aussi bien de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à en fait nos consommateurs. Pour terminer, avant de rentrer dans le côté chez Kering, je vous le disais, changement climatique, on a notre rôle à jouer. Biodiversité, et là je ferai notamment un focus sur l'aspect luxe. C'est vrai qu'on le voit bien quand on l'explique, vous voyez nos fashion shows qui font rêver, vous avez un certain nombre de défilés de nos marques qui ont lieu à Paris, ça fait rêver et on oublie souvent que derrière en fait ces vêtements, ce design qui sont magnifiques, et ben encore une fois vous avez de la matière première et que quand on est un groupe de luxe, on n'est pas juste responsable en fait des fournisseurs qui ont produit le textile qui est fini, mais on est aussi responsable de toute cette chaîne d'approvisionnement qui a permis de faire le textile. Donc sans la nature, on n'est rien. Et par exemple dans un groupe comme Kering, qui utilisons en fait beaucoup de cuir. Le cuir, c'est juste un coproduit de la viande. Et ça, c'est extrêmement important. L'autre sujet, et Paul le disait un peu sous forme de boutade, mais c'est quelque chose qui est très fort aussi dans l'industrie du luxe, et on se fait de plus en plus questionner, c'est le sujet du bien-être animal. Et là-dessus, de manière un peu plus macro, la France, en termes de sensibilité, de awareness sur ce sujet, n'est absolument pas en lead par rapport à d'autres pays
où ces notions en fait de bien-être animal, de bientraitance, etc., sont beaucoup plus présents et sur lesquels aussi les consommateurs, les clients nous interpellent. Et puis, quand on parle luxe et développement durable, deux choses. Le luxe, et même par essence, par son ADN, sans parler de développement durable, a toujours été au cœur en fait de l'innovation par les usages. Vous pensez à Saint-Laurent avec les premiers pantalons, les premières tenues de soirée, pantalons, vestes, etc. C'était très innovant. On pense à la partie voyage, etc. C'est quand on est passé en fait des chemins de fer à faire des malles pour aller dans le train, etc. Donc même en termes d'usage et d'usage au sens le plus strict du luxe, le luxe est dans l'innovation. Donc il n'y a aucune raison que le luxe et le développement durable ne marchent pas non plus main dans la main, et j'y reviendrai. C'est pour ça que dans la stratégie de développement durable de chez Kering, la partie en fait innovation et voire d'innovation en fait disruptive occupe une place prépondérante. Le dernier slide un peu général, deux éléments sur lesquels insister que je n'ai pas encore vraiment anticipé, ce sont les investisseurs. Je pense qu'à Sciences Po, par rapport à vos différentes formations, vous y serez sensibles, et c'est très intéressant de voir l'évolution. Et je le vois aussi, vous mentionniez au travers d'un board, c'est qu'il y a quelques années, honnêtement, les sujets liés à la RSE, développement durable, ESG, tout le monde s'en fichait et ça faisait doucement rigoler. Ensuite, il y a eu une deuxième étape, et on est encore un peu là-dedans, mais je pense qu'avec la réglementation, ça va changer, qui était en fait une approche de risk management. C'est-à-dire que vous faites quelque chose qui n'est pas bien, et notamment quand vous êtes dans le luxe, et qui risque de détruire votre brand equity, votre image. Là, d'emblée, vous voyez l'impact au niveau des investisseurs, des analystes financiers, et vous voyez l'impact sur le cours de bourse. Malheureusement, aujourd'hui, une entreprise qui fait des choses, qui est très avant-gardiste sur le sujet, qui prend vraiment ce sujet au cœur de sa stratégie, ce n'est pas encore valorisé dans le cours de bourse. Et c'est intéressant, c'est pour ça que je le lis avec la réglementation. Quand on parle en fait de la nouvelle CSRD, il faut savoir qu'à l'origine, ce sont les investisseurs eux-mêmes qui ont fait en fait du lobbying au niveau de la commission pour dire « nous, on a besoin d'éléments de comparabilité. On a besoin de pouvoir savoir si on veut mettre notre argent plutôt chez Michelin, L'Oréal ou chez Kering, et donc d'avoir des éléments de comparabilité. » Et c'est pour ça que dans la nouvelle réglementation qui sort, vous avez la CSRD qui est pour les corporates et qui est d'une directive donc qui va être transposée normalement, si tout va bien, d'ici la fin de l'année. Et vous avez un règlement en fait qui sort et que les investisseurs devront appliquer, et donc règlement qui est évidemment sans transposition et d'application immédiate. Donc on voit là-dessus, et à l'échelle de Kering, ça fait depuis 4 ans qu'avec mes collègues de la direction financière, on organise des roadshows spécifiques sur l'ESG. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est l'évolution non seulement des questions et des profils. Donc vous avez le profil classique financier. Au début, la première année, les questions étaient extrêmement généralistes, et donc il suffisait de répondre quelques trucs pour montrer que vous étiez motivé, et puis en gros d'avoir un discours, et ça suffisait. Et maintenant, on est passé au fait que ça soit les fonds, etc., ont recruté des spécialistes du sujet, et donc ils vous posent non seulement des questions extrêmement précises, et ce n'est plus suffisant non plus de parler en termes d'objectifs. Ils vous demandent en fait de partager avec eux des résultats tangibles, et ils vous demandent aussi de plus en plus de faire le lien avec la performance financière. Et quand vous annoncez des objectifs, de voir aussi combien d'argent en termes d'OPEX, de CAPEX vous êtes prêt à mettre sur la table pour être sûr que vous n'êtes pas dans du greenwashing. Donc, là, je ne vais pas dire qu'il y a un parallélisme avec le monde des ONG, etc. Non, parce qu'eux ont leur rôle d'activistes et doivent
toujours aller plus loin, mais vous avez une appropriation en fait par la communauté financière et comme le disait Paul, j'essaye d'être optimiste et d'avoir de l'énergie. Je suis convaincue, aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais que vu ce qui est en train de se passer à l'échelle de la planète, notamment pour la partie environnementale, il y a un moment donné où les deux vont converger. À titre personnel, je n'y crois pas que ça sera dans les 3-4 prochaines années, mais je pense que dans les 10 ans qui viennent, évidemment, la performance ESG va finir par être valorisée dans les cours de bourse. Et puis la pression des ONG, ça c'est très important parce que peut-être si vous avez des collègues d'autres groupes, ils n'auront pas le même discours. Avec évidemment l'accord de François-Henri Pinault, moi j'ai instauré qu'on dialogue avec tout le monde. Donc, c'est-à-dire que même les ONG les plus activistes sur certains sujets, je considère que ça fait partie d'une politique de développement durable de discuter avec tout le monde. On peut ne pas être d'accord, mais eux sont dans leur rôle et nous, on est dans notre rôle. Et heureusement que les ONG sont là, heureusement que vous avez des activistes, parce que ça pousse aussi dans le bon sens à se questionner et à se dire est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement ? Alors maintenant, chez Kering, alors ça c'est un peu notre mantra, vous voyez créativité, timeless et sustainability, et puis ce qui est le plus beau c'est quand même la photo de notre PDG, j'espère que, voilà, donc François-Henri Pinault. Ce qui est important, et c'est aussi une des raisons pour laquelle moi en 2012 j'ai rejoint le groupe, c'est que pour moi, si on veut vraiment transformer le modèle d'affaires, il faut que le développement durable soit inscrit au cœur de la stratégie. Et on y reviendra sur le rôle du CSO. Il ne faut pas que ça soit vu comme quelque chose qui est de la philanthropie. Quand on a le temps, quand les temps vont bien, il faut vraiment que ça soit au cœur en fait de la stratégie et du modèle d'affaires du groupe, ce qui est le cas en fait chez Kering, avec, et on est tout à fait transparent, à la fois un côté éthique et qui revient à dire le luxe a une responsabilité particulière. Nous, on n'est pas capable de changer par nos volumes d'achat, etc., parce qu'on est quand même, c'est le principe du luxe, c'est la rareté. En revanche, quand on voit l'image et l'impact que peuvent avoir nos designers quand ils s'expriment sur ce sujet, ou tout simplement même nos marques qui s'engagent sur telle ou telle démarche, on a cette capacité non seulement d'entraînement, mais de vraiment changer les choses en profondeur avec, si le luxe le fait, ouais, c'est ce qu'il faut faire, donc on a intérêt à le faire. Et donc ça, c'est à la fois quelque chose qui nous donne une responsabilité et que l'on prend vraiment, vraiment à cœur. Et puis de l'autre côté, je pense que c'est ce qui a fait aussi la différence par rapport à l'engagement historique de Kering, c'est que François-Henri Pinault a été convaincu en fait que si on voulait continuer à nous se développer dans ce secteur-là, etc., pour des raisons business, il n'y avait pas le choix. Donc on marche, on va dire, sur nos deux jambes, à la fois business et à la fois éthique. Le premier point, et ça rejoint un peu aussi comment la fonction développement durable, maintenant, et je le vois aussi dans d'autres entreprises où je ne suis pas, mais je suis juste au board, l'élément clé pour moi, c'est pas le côté technique, c'est pas le côté expert. Des ingénieurs qui sont bons en environnement, en social ou des techniciens des sujets du climat, etc., il y en a pléthore. Donc si vous voulez vraiment transformer le modèle d'affaires, la première chose, c'est d'avoir une gouvernance qui est en place, qui soit vraiment, je dirais, à s'occuper du sujet. C'est pour ça que dès 2013, au niveau de Kering, on a créé un comité en fait développement durable au niveau du board et on a été la première entreprise du CAC à créer ce comité. Et ensuite, je dirais maintenant, c'est pratique assez courante, mais c'était extrêmement novateur. Et vous voyez, au fur et à mesure, on a été plus loin, puisque au-delà en fait de la partie développement durable, on a décidé en 2022 d'avoir un référent spécifique sur le climat, en partant du principe que, évidemment, au niveau du board, le président du comité développement durable portait ces sujets-là, mais que le climat, qui mérite une attention toute particulière, méritait aussi d'avoir un administrateur totalement en charge de ce sujet.
Et puis, comme on voulait encore une couche supplémentaire, nous avons, et d'ailleurs c'est avec elle que je fais Véronique Veil, l'ensemble des roadshows pour évidemment que les aspects sociaux et de gouvernance ne soient pas oubliés. Vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les profils que nous avons pris. Donc Véronique Veil, peut-être certains d'entre vous voient qui elle est, en gros profil financier. Jean-Pierre Denis sur le climat, c'est aussi pour qu'on réconcilie en fait performance financière, extra-financière, suivi, qualité, etc. Et vous voyez, alors vous la connaissez là, mais avec un autre profil, Emma Watson, qui est notre présidente en fait du comité développement durable. Et vous voyez, l'approche en choisissant un profil comme ça et qui est extrêmement riche, c'était de se dire, en interne, on a les bonnes personnes pour avoir l'expertise, la technicité, mais ce sujet de développement durable, et Paul m'en fait parfois le reproche, ça peut être très vite boring. Si on rentre dans le détail, qu'on donne les explications techniques, etc., c'est vrai que ce n'est pas forcément non plus super sexy, ni vis-à-vis de nos consommateurs, ni en termes de communication corporate. Et donc d'avoir quelqu'un comme Emma Watson, qui sait parler en fait aux jeunes générations, qui est dans, on va dire, qui côtoie en fait vraiment les clients qui achètent les produits de luxe, etc. C'est aussi pour nous très enrichissant d'avoir quelqu'un qui est en fait à cette interface avec les équipes. Il faut que j'accélère. Au niveau développement durable du groupe, vous dire qu'on est organisé, quand je vous dis gouvernance, c'est gouvernance à tous les étages. Donc au niveau du corporate, il y a une équipe d'une 50aine de personnes. Au-delà de l'excellente Pauline, j'ai des profils en fait qui sont des experts sur le climat, la biodiversité, l'économie circulaire et d'origine des Italiens, des Français. Voilà, c'est très international. Et ces personnes-là ont un rôle en fait de sparring partner vis-à-vis de nos maisons pour vraiment les aider à mettre en œuvre les politiques et les actions qu'on décide. Nous avons, pareil, des personnes dédiées à 100% sur le développement durable dans les maisons. Et donc, ça fait, en gros, plus de 100 personnes qui sont dédiées, en fait, à temps plein sur la partie développement durable au groupe. Et bien évidemment, ils ne travaillent pas tout seuls, ils travaillent avec les équipes créatives, avec les directions des achats. Et un point important en termes de management qu'on a mis en place dès le début, c'est, vous voyez, on a repris l'organisation en fait sur la base des business reviews. On a mis en place en fait des sustainability reviews que l'on fait régulièrement avec les patrons de nos maisons et leur comité de direction pour qu'on ait la même rigueur que pour la partie financière. Donc, vous l'évoquiez, des objectifs quantifiés, des calendriers de mise en œuvre, des KPI, etc. Et que donc, chaque patron de maison qui, dans d'autres entreprises, serait des business units, comprend encore une fois qu'il doit avoir de la performance financière. On n'est pas une ONG, donc on doit avoir de la performance financière, on doit délivrer, mais en même temps, on doit aussi délivrer sur ces aspects en fait, de sustainability. Et tout ça est rendu aussi cohérent par le fait que notre top management, donc au sens large du groupe, sur son bonus, etc., et non seulement, on va dire, incentivé en bon français par rapport à sa performance financière, mais il l'est aussi par rapport à sa performance extra-financière. Sur ce sujet-là, c'est extrêmement important de montrer qu'on est cohérent à tous les niveaux et de ne pas laisser en fait de place, parce que sinon on est encore à des niveaux de maturité où on peut dire c'est important, et puis quand il y a 10 sujets qui sont importants, le développement durable n'arrive pas encore forcément en tête, et puis après il y a toute une animation en fait du réseau développement durable dans les maisons. Donc ça c'est notre dernier événement. Alors, la stratégie développement durable, donc vous avez compris, il y a la vision qui est extrêmement importante, il y a la gouvernance qui est en place, et puis après, on l'évoquait, la stratégie qui est en fait de plan d'action. Donc, vous avez déjà mentionné quelques résultats. Il faut savoir que notre stratégie, elle a un terme, en fait, ce chapitre-là, en 2025. Et elle est articulée donc sur la partie environnementale, premier pilier, la partie sociale, et on va y revenir, qui est à la fois la politique RH du groupe, mais aussi tout ce qui se fait dans la chaîne d'approvisionnement.
Et donc là, encore une fois, c'est extrêmement important de ne pas se limiter à ce qui se passe dans les frontières légales de l'entreprise et donc à la partie ressources humaines, mais également d'aller vraiment travailler sur les conditions de travail chez vos fournisseurs, comment ils sont payés, comment ils sont traités, etc., etc. Et donc, il y a toutes des politiques volontaristes, on y reviendra. Et puis, la partie innovation. Et dans la partie innovation, j'en profite pour souligner un point qui est important. Vous le mentionnez, on ne peut pas changer de paradigme tout seul. Donc, on est parti dès le début, sous l'impulsion de François-Henri Pinault, en disant toutes les bonnes pratiques ou toutes les bonnes innovations que l'on trouve au niveau du groupe, on les met en open source. Donc évidemment, on les utilise chez nous, mais on partage tout. Donc quand on parle d'IPNL, quand on parle de nos caring standards, quand on parle d'un certain nombre de choses, de best practices qu'on a pu mettre en place, tout se retrouve sur le site internet et est accessible. Et puis pour vous donner un ordre de grandeur, à quel point l'innovation est clé, on sait que même si on met en place, si vous voulez, tous les progrès d'approvisionnement, etc., etc., ça ne sera pas suffisant et on a besoin de vraies innovations. Donc, avec les startups, que ça soit entre le groupe corporate ou le groupe version maison, aujourd'hui, à travers le monde, on travaille avec plus de 250 startups. Je vais y revenir, mais qui vont à comment je fais du cuir en laboratoire jusqu'au recyclage. Tout ça, et vous l'avez compris dans notre approche, on veut savoir où on est, on veut savoir où on va, donc ça ne va pas vous étonner. Il est important de mesurer. Si on ne mesure pas, on ne sait pas où on est et on ne sait pas où on va. Donc, on l'a mentionné dans les propos introductifs, on a développé, en ayant rendu le premier outil, ce qu'on a appelé le compte de résultats pour l'environnement, donc l'IPNL public en 2015. Si vous êtes intéressé, on rentrera plus dans le détail, mais la big picture, c'est de se dire, on mesure notre empreinte environnementale, non seulement en fait dans nos frontières légales de l'entreprise qui est ce tiers zéro, mais on considère que l'on doit prendre toute la chaîne en fait d'approvisionnement. Donc là, ici, c'est le champ de coton, c'est l'élevage bovin, etc. Et on doit aussi prendre en compte, et ça on l'a depuis 2021, la fin de vie, en fait, jusqu'à la fin de vie de nos produits. Et ce qui nous permet en fait d'avoir une approche à 360 de notre impact environnemental. Première chose. Deuxième chose, vous le voyez, donc je ne vais pas le détailler, c'est une approche extensive de notre empreinte environnementale. On n'est pas simplement sur les gaz à effet de serre, donc sur le méthane, le CO2, etc. Mais on prend aussi bien les NOx, les SOx, les COV. Derrière le land use, évidemment, c'est l'impact sur les espèces. Et qu'est-ce qui est intéressant, une fois qu'on se dit que c'est cette matrice d'approche, c'est que je n'exprime pas mon impact environnemental en litres d'eau ou en tonnes équivalent carbone. Je lui donne une valeur monétaire. Et je vais y revenir sur le prochain slide, de telle sorte qu'avec cette valeur monétaire, pour vous donner un exemple, alors c'est après, mais je vais finir là pour que vous ayez les ordres de grandeur. Quand vous regardez sur l'impact environnemental, et ce qui n'est pas complètement évident, et imaginez-vous le dialogue qu'il faut avoir avec un designer d'une maison de luxe, c'est de dire, la majorité de mon impact, en fait, elle est dans le champ de coton, elle est dans l'élevage bovin, etc. Ce n'est pas forcément complètement évident. Et donc de se dire, mon programme de transport, en priorité, ne va pas être savoir si je prends l'avion ou si je prends le bateau pour livrer mes produits. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas intégrer en fait la logistique, etc. Mais ma priorité, c'est d'aller avoir un cuir ou une laine qui est peu impactante. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec ça, mais par exemple, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre ou le land use, c'est évidemment lié à l'élevage bovin. Et l'élevage bovin qui émet du méthane, et le méthane qui a un pouvoir de gaz à effet de serre sans comparaison en fait avec le CO2. Donc pour un groupe de luxe, en fait, c'est l'élevage bovin où vous êtes sur un coproduit de la viande qui est le plus impactant, ou tout ce qui est fibre animale.
Donc, derrière ça, quand je vous disais comment on raisonne et pourquoi on parle en euros, l'exemple le plus facile à partager, c'est vous avez 2 élevages bovins. Vous en avez un qui est en Normandie et vous en avez un autre qui est dans le sud de l'Italie, puisque nos approvisionnements sont quasiment exclusivement européens. Eh bien, l'utiliser 1 litre d'eau n'a pas le même impact sur l'environnement au niveau global. Dans une région qui va être le sud de l'Italie, où vous avez des problèmes de stress hydrique récurrents, et donc si ce litre d'eau-là est utilisé pour le bovin, eh bien il est moins pour la faune, il est moins pour d'autres flores, et il est moins aussi pour d'autres usages, versus, et je le dis, Paul l'a rappelé, où je suis bretonne, et où normalement, et malheureusement on voit les effets du changement climatique cet été, mais où normalement il pleut quand même pas mal. Et donc vous n'avez pas cet impact d'utilisation par les élevages de la même manière sur la biodiversité. Et ça, quand vous parlez en litres d'eau, etc., vous ne capturez pas cette information. Deuxième élément qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une réglementation qui est issue en fait de la loi Grenelle 2, qu'on appelle en fait la déclaration, la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, que vous retrouvez dans votre URD que vous déposez à l'AMF. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous regardez qu'est-ce qui est demandé par la réglementation, c'est juste ça. C'est juste le reporting légal, c'est ça. Et donc, rien n'est demandé par la réglementation aujourd'hui sur tous ces sujets-là. Et donc, vous voyez bien que si vous n'allez pas plus loin, en gros, vous ne faites pas votre job. Vous ne faites pas votre job. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'on a développé l'IPNL et on demande, en fait, à nos CEO, à nos patrons de maison, d'utiliser l'IPNL à côté en fait de leur compte d'exploitation classique pour choisir quels sont les investissements qui sont les meilleurs d'un point de vue financier et quels sont ceux aussi qui sont les meilleurs, les plus efficaces d'un point de vue environnemental. Et après, il y a quelque chose de très puissant quand on parle en fait en euros, c'est que vous avez un référentiel qui est commun. C'est-à-dire que vous parlez à un designer, vous parlez à un CEO, vous parlez à un directeur financier et vous lui parlez en litres d'eau ou vous lui parlez en tonnes équivalent carbone. Peut-être dans les nouvelles générations et dans votre génération, les choses vont changer. Mais aujourd'hui, ça ne fait pas tilt de la même manière que si on parle en euros ou en dollars. Et donc là, on a un langage en fait commun. Et pour moi, ça, c'est très puissant. Et en fait, ça revient à dire, pour faire mon chiffre d'affaires, j'ai puisé, je caricature un peu, mais j'ai puisé for free, tout ça à la nature, à l'environnement. Et d'ailleurs, quand on l'avait publié pour la première fois en 2015, et vous voyez, c'est là où le leadership, la vision du top management est extrêmement important, je ne vous cache pas qu'il y en avait en interne qui étaient un petit peu frileux sur le fait est-ce que j'allais faire couler le cours de bourse de Kering en se disant, en gros, ils prennent 500 millions à l'extérieur comme ça, ils rendent rien, waouh. J'étais quand même assez rassurée quand nous avons fait l'annonce et que la journée était passée et que ni dans un effet bénéfique ni dans un effet négatif, il y avait eu d'impact sur le cours de bourse. Mais c'est extrêmement intéressant parce que on utilise la nature de manière totalement gratuite aujourd'hui et on voit que les réglementations vont évoluer et pour la bonne chose. D'autres actions très rapidement. Pour chacun de nos matières premières et de chacun de nos process, basés où on a vu nos impacts sur l'IPNL, on définit des Kering standards, donc qui vont être des critères environnementaux, des critères sociaux, qui vont de la densité d'animaux à l'hectare, de la bande enherbée qu'il faut laisser à côté du fossé pour éviter le piétinement, bien évidemment sur les conditions en fait de bien-être animal et idem sur la partie sociale. Tout ça est en open source sur le site internet, donc vous pouvez aller les voir. Alors, pour illustrer quelques projets clés et pour vous montrer aussi que si on veut une entreprise un peu pionnière, faut sortir de sa zone de confort. Donc, je vous ai dit à quel point l'agriculture était clé chez nous. Donc, vous voyez, par exemple, on s'est engagé lors du congrès de l'UICN en 2021 au niveau de Kering à transformer 1 million d'hectares d'agriculture conventionnelle, alors ça c'est le terme poli pour dire d'agriculture intensive, en agriculture régénératrice. Et notre objectif, c'est de pouvoir à terme, on l'a fait sur 4 matières premières,
Donc on a 7 projets dans 6 pays, de pouvoir à terme utiliser cette matière première, de la mettre dans notre chaîne d'approvisionnement et que ça soit vraiment utilisé chez Kering. Vous avez 3 années en fait de conversion. Toujours pareil, on ouvre en fait nos fonds, nos projets, etc. Et on a été très heureux cette année en fait d'avoir la capacité d'avoir Inditex, donc qui officiellement nous a rejoint en 2022, mais opérationnellement cette année, qui a mis 15 millions en fait sur la table pour rejoindre l'aventure. Et bien évidemment, s'il y a d'autres entreprises, etc., qui sont intéressées, elles sont les bienvenues. Et encore une fois, ça se veut très, très concret pour entrer dans les supply chains. En plus de ces 1 million d'hectares, on s'est dit aussi, et c'est là où on revient sur la responsabilité du luxe, on se doit de protéger en fait des zones qui ne seront pas faites pour avoir de l'activité humaine, qui ne seront pas faites pour être utilisées dans notre supply chain, mais on est dans le luxe, on doit contribuer à la préservation de la nature. Et donc, on a 1 million d'hectares dans le domaine agricole et 1 million d'hectares en fait, de zones remarquables que l'on protège dans le monde. Donc les zones remarquables, c'est quoi ? Ça peut être des tourbières dans certains endroits, ça peut être des zones un peu plus tropicales, mais en tous les cas, des zones qui sont considérées comme extrêmement... Ça peut être des zones humides, des zones qui sont considérées comme très importantes pour le bon fonctionnement des écosystèmes. Autre point qui est important et qui rejoint biodiversité et mesures, on se dit aussi, et là vous voyez au-delà des frontières de Kering, on doit faire avancer les choses. Le climat aujourd'hui, alors vous partagez les chiffres qui sont extrêmement mauvais, mais aujourd'hui personne ne peut dire qu'il n'a pas la capacité de mesurer, qu'il ne sait pas vers quelle trajectoire il doit y aller. Il y a suffisamment à la fois de sciences, de choses qui sont objectivées, qui sont quantifiables, pour mettre à l'action. Donc là-dessus, il n'y a aucune raison de ne pas bouger. Le sujet de la nature ou le sujet de la biodiversité est plus compliqué et ça a été jusqu'à présent, pour un certain nombre d'acteurs, un frein en disant « ouais, mais on ne peut pas parce que c'est quoi la perte de biodiversité ? On ne sait pas mesurer les espèces endémiques versus les autres espèces, on ne sait pas qu'est-ce que ça serait la trajectoire ». Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, il y avait une réglementation européenne qui avait pour objectif d'arrêter la perte de biodiversité à horizon 2010. Bon. Quand vous voyez aujourd'hui les rapports, en fait vous avez le GIEC, donc, qui est le groupe d'experts sur les climats, et vous avez l'équivalent sur la biodiversité qui est l'IPBES, les rapports sont tout aussi dramatiques, mais on voit encore que, on va dire, dans le grand public et même dans nos cercles, le sujet de la nature, de la biodiversité n'est pas au même stade de maturité que la partie climat. Donc il y a une initiative qui a été lancée qui s'appelle SBTN, qui est la même chose que la Science Based Target Initiative pour le climat, qui essaye de définir une méthodologie avec une trajectoire pour diminuer, parce que je ne vais pas dire arrêter, mais en tous les cas maîtriser la perte de biodiversité et voir encore une fois d'avoir un certain nombre d'externalités positives. Et donc Kering a dédié quasiment une personne à temps plein de mon équipe pour participer à ces travaux. Et quelle incidence ça a sur le sujet gouvernance ? Vous avez peut-être suivi qu'il y a de plus en plus de pression pour qu'en France, dans les assemblées générales, vous ayez un Say on Climate de la part des entreprises. On peut imaginer que dans les années qui viennent, non seulement vous l'aurez sur le climat, mais vous aurez aussi sur la nature. Et puis, dernier point là-dessus, climat-nature, les deux sont interconnectés. Donc on ne peut pas avoir un raisonnement climat sans prendre en compte les sujets biodiversité et réciproquement. On l'a évoqué, vous dire que, vous voyez, de façon assez précurseur sur l'innovation, en interne, on a créé en fait des centres, des hubs qui sont pour travailler sur des matériaux innovants et de travailler de façon très étroite avec nos fournisseurs pour les amener en fait à avoir de nouveaux process, de nouveaux matériaux. C'est extrêmement intéressant parce que quand on a démarré donc avec le Material Innovation Lab côté en fait textile, honnêtement en 2013 on avait une dizaine
en fait, de textiles à montrer aux designers, etc. Un certain nombre, entre guillemets, nous ont envoyé bouler parce que quand on montrait la matière première, c'était pas la qualité, c'était pas le luxe, etc. Aujourd'hui, on est à plus de 3800 échantillons. Et ce qui est super, c'est que les équipes de design et les designers sont les premiers à vouloir en fait travailler avec ce mil pour leur proposer de nouvelles matières premières, etc. Et on a fait la même chose, mais côté, en fait, on va dire joaillerie et aussi un peu d'horlogerie, avec ce qu'on appelle en fait le GIL en 2020. Et donc là, c'est vraiment de trouver aussi des nouvelles matières qui pourraient être utilisées dans la joaillerie, qui pourraient être considérées comme luxe et qui sont évidemment moins impactantes. L'innovation, je vous en parlais. Alors l'innovation, c'est un peu tout azimut, hein, parce que c'est le principe même en R&D. On ne sait pas ce qui va devenir un succès. Alors on a quand même des succès à partager. Par exemple, on a beaucoup travaillé pour faire en sorte qu'on puisse mettre sur le marché des produits qui sont faits en mycélium de champignons. Donc le mycélium de champignons, c'est la racine de champignons. Et vous avez donc depuis maintenant 2022 Balenciaga qui vend des manteaux ou des accessoires en mycélium de champignons. On a aussi notre marque Gucci qui vend un produit, ça va des sneakers, de la ceinture, de la maroquinerie, à partir d'un matériau qui s'appelle Demetra et qui est 100% végétal. On investit, vous voyez, par exemple, dans une start-up qui s'appelle Vitrolabs et qui est en capacité de faire du cuir en laboratoire. Donc là, vous voyez, on règle les sujets d'impact environnementaux, mais aussi de bien-être animal. Donc voilà, on travaille beaucoup là-dessus. On essaye aussi d'aller découvrir des pépites qui peuvent être assez éloignées en matière d'innovation. Donc on a par exemple développé le Kering Generation Award où on essaye en fait de sourcer des startups en Chine et notre objectif c'est de développer ça aussi dans d'autres pays, sachant qu'il y a une tendance naturelle à ce que les startups viennent des États-Unis, de l'Europe, etc. Et donc on se dit qu'il y a vraisemblablement des choses aussi très intéressantes qu'on doit aller chercher en Asie. Alors, c'est un peu sans transition sur la fourrure, mais c'est aussi pour vous illustrer que quand on se considère que l'on veut faire bouger les lignes, etc., il faut qu'il y ait quand même des marqueurs assez forts. Donc moi je suis, et quand on me demande en fait quelle est, ça c'est souvent une question de journaliste, de quoi je suis le plus fier au sein du groupe Kering par rapport à cette décennie qui vient de s'écouler, c'est évidemment cette décision. Cette décision, pour moi, elle est extrêmement forte parce que quand, et même on en discutait au sein de Kering, tout le monde associait le luxe à la fourrure. Sur le thème, vous ne pouvez pas avoir de luxe s'il n'y a pas de fourrure. Depuis quand? Le luxe lance les tendances. Et donc, justement, le luxe doit s'adapter. Et donc, ça a été tout le discours qui a été développé en disant un luxe moderne, un luxe aussi qui prend sa part de responsabilité, etc., c'est un luxe qui est sans fourrure. Et ça, ce sont des décisions structurantes. Parce que quand François-Henri Pinault a décidé d'arrêter le luxe avec la fourrure, évidemment, on vendait des manteaux de fourrure. Évidemment, on vendait de la fourrure. Et pour certaines marques, c'était significatif. Et la décision de se dire on change la donne, on change les choses, a été au-delà du simple argument financier. Et ce type de décision, maintenant, en tous les cas, c'est l'empreinte de Kering. Quel que soit le designer dans nos maisons, il n'utilisera pas de fourrure. Donc pour moi, ça, c'est un marqueur extrêmement fort. Et donc, Gucci a été la première marque à arrêter dans le luxe et le groupe a été le premier groupe de luxe à arrêter. Et à ceux qui nous ont challengés et qui me challengent encore sur mais qu'est-ce que je fais de la partie sociale des gens qui travaillent dans la fourrure, eh bien, la cause environnementale et tous ces sujets-là vont demander des transformations profondes. Donc, c'est pas de laisser les gens sur le bord de la route. Mais si on ne veut pas avoir le même problème en France que quand on a fermé les mines de charbon parce qu'on n'avait pas voulu l'anticiper, il faut voir en fait qu'il y a des changements
qui vont être extrêmement profonds, donc autant les anticiper et les accompagner. Plus dur que dire, ben non, vous arrêtez la fourrure, donc vous allez laisser un certain nombre de personnes et d'artisans sur le bord de la route. L'autre point, en termes d'objectifs et de ce qui va nous occuper pour les années à venir, alors c'est cet objectif-là, pareil, mentionné par Paul, qui est la réduction en absolu. Très rapidement, jusqu'à présent, et la majorité des boîtes, et nous aussi, on raisonnait en fait en intensité. C'est-à-dire qu'à un produit donné, on réduisait nos émissions de gaz à effet de serre. Super, mais comme on est dans un secteur qui croît, et comme on a dit tout à l'heure qu'on n'était pas pour la décroissance, mais au contraire la croissance, pour la planète, in fine, vous vendez de plus en plus de produits, certes, chacun pris individuellement a moins d'impact, mais vous augmentez vos émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on a pris un engagement. On va faire en sorte, évidemment, de le tenir, mais qui touche totalement, en fait, au modèle d'affaires, qui est de réduire sur l'ensemble de nos scopes, sur une base de 2021, nos émissions à échéance de 2035. Et donc ça, vous n'avez pas le choix. Vous avez 3 niveaux pour y arriver. Le premier niveau, c'est raisonner volume, donc ce que je produis versus ce que je vends. Ça veut dire aussi élévation de la marque, parce qu'encore une fois, il faut augmenter la profitabilité, le business, etc. Donc il faut aussi être en capacité d'augmenter ses prix, donc élévation de la marque. D'offrir de nouvelles expériences, si vous voulez que le client accepte de payer plus cher. Et la nouvelle expérience, ce n'est pas forcément du produit supplémentaire. Vous avez évidemment un deuxième niveau qui est ce que je vous évoquais, mettre des produits issus de l'agriculture régénératrice, du recyclé, du surcyclé, de tout ce que vous voulez, mais qui est un deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, et là moi j'ai toute confiance dans nos marques pour créer cette partie-là, c'est leur cœur business, vraiment ce qu'on appelle des nouveaux business models. Alors certains sont moins nouveaux, mais c'est pour vous illustrer, type la seconde main, mais on peut penser aussi à la location, on peut penser à d'autres choses, et c'est là où on compte vraiment sur les créatifs. Mais ça, c'est structurant. C'est-à-dire que quand vous prenez un engagement en absolu, là, vous ne pouvez plus mentir, vous ne pouvez plus de faire du greenwashing, il va falloir vraiment diminuer. Et donc, évidemment, tout le monde doit être aligné là-dessus. L'autre point qui est aussi important, c'est de se dire que quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre, etc., c'est de se mentir, même si on fait réduction de la consommation d'énergie de façon drastique. On prend de l'énergie renouvelable, par exemple, nous, aux bornes de Kering, on a 100% d'électricité et d'ENR, donc d'électricité et d'énergie verte. Il vous restera toujours des émissions résiduelles. Donc c'est pour ça qu'on ne s'achète absolument pas un droit à polluer, mais on considère que la compensation carbone, quand elle est bien faite, avec des critères en matière de biodiversité, avec des due diligence extrêmement fortes sur la partie sociale, etc., il faut quand même l'utiliser parce qu'avant d'être à zéro émission carbone, il y aura quand même des transformations profondes à faire. Et là, encore une fois, on ne le fait pas seul. On le fait donc non seulement avec Mirova, mais aussi avec le groupe L'Occitane. Et on a d'autres groupes, je ne peux pas vous le dire ce soir, mais qui vont nous rejoindre d'ici la fin de l'année et qui ne sont pas forcément de notre secteur. L'autre point, quand même, pour avoir un focus sur ce que je vous évoquais, la partie sociale. Alors nous, c'est très simple. Sur la partie sociale, on a nos standards qui sont mis en clause générale dans nos contrats et en fonction en fait de la matière première ou du fournisseur, il peut y avoir des clauses particulières. On n'impose pas du jour au lendemain à nos fournisseurs sans avoir eu de discussions préalables, de les engager, etc. Donc c'est pour ça que ce soit les marques, nous au niveau du corporate, on a régulièrement des réunions avec eux pour leur expliquer tant sur la partie environnementale, sociale que c'est important. Ensuite, on met dans nos contrats et ensuite, il faut être sûr que ce qui est mis dans nos contrats soit appliqué. Donc c'est pour ça qu'on a une politique en fait très volontariste s'agissant en fait de la politique d'audit et de contrôle qui est vérifiée sur le terrain. Ensuite, et c'est là où par rapport à l'industrie textile, on a quand même beaucoup de chance, c'est que, vous le voyez, plus de 90% de nos fournisseurs
sont situés en fait en Europe et plus de 85% de nos fournisseurs sont situés en Italie. Donc on n'a pas une dispersion géographique qui est très forte. Donc forcément, plus une proximité qui nous permet. Mais ça n'empêche que, y compris en Europe, en Italie, en France, il faut aller auditer sur le terrain, il faut aller voir sur le terrain. On n'est jamais à l'abri de surprises. Et de vous dire aussi que sur ce côté-là, quand je vous dis on a une approche qui est humble, c'est que ce n'est pas parce qu'on fait tout ça que le risque zéro existe. Donc sur ces politiques en fait, sociales, d'audits sociaux, etc., on est toujours conscient que comme pour les citoyens, on ne va pas mettre un policier ou un gendarme derrière. Donc il y a aussi la capacité en fait, d'entraînement d'expliquer et qu'il faut être, c'est une vigilance de tous les instants. On ne travaille pas tout seul, on travaille en collaboration. Donc 2 initiatives, le Fashion Pact qui a été mentionné, donc lancé en fait par Macron en 2019 à l'occasion du G7. Ce qui est très intéressant dans cette initiative, c'est qu'aujourd'hui, on a un tiers en fait, de l'industrie textile en volume qui est présent dans cette initiative. Et ce qui est, je dirais, fondamental, on mélange en fait, du luxe avec du non-luxe. Donc vous avez Chanel, vous avez Kering, mais à côté, vous allez avoir Inditex, donc c'est Zara, vous avez H&M, vous avez des marques de sport, vous avez des leaders mondiaux, vous avez des petites des marques en fait de taille beaucoup plus moyenne, vous avez des Américains, des Européens et des Asiatiques. Et vous avez aussi des fournisseurs. Donc c'est vraiment tout l'écosystème de l'industrie textile qui est engagé. Et fort du succès du Fashion Pact, on a créé avec nos amis de quartier, donc le groupe Richemont, mais sans, je dirais, le président Macron, donc comme des grands tout seuls, on a créé la même initiative, mais pour le secteur de l'horlogerie et de la joaillerie. Et honnêtement, ça marche très bien. Quand on a lancé, on s'est dit on va avoir aucun de nos présidents qui va être à Biarritz ou dans une autre région à signer devant tous les chefs d'État. Et en fait, c'est aussi un succès. Et tous, les 2 initiatives ont la même structure, c'est le climat, la biodiversité, la protection des océans. Et avec en transversal, évidemment, on n'oublie pas le social, même si ces 2 initiatives sont vraiment focusées sur la partie environnementale. Je ne rentre pas dans le détail, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, les équipes bossent en fait dans un écosystème qui est extrêmement important et qui est très international. Kering, vous le savez, c'est un groupe évidemment qui est listé en France, qui a son siège social sur Paris, mais c'est un groupe qui est extrêmement international et donc on se doit de travailler aussi avec des partenaires un peu partout dans le monde. Ça fait un peu résonance aussi avec ce qu'on fait ce soir. Quand on dit on a un rôle un peu politique, on a un rôle pionnier, avant-gardiste, on considère aussi qu'on doit former les futures générations qui vont venir travailler dans notre industrie. Donc pas simplement chez Kering, parce que Kering ne recrutera pas tous les brillants étudiants qui sortiront de ces universités, mais on considère que l'on doit participer en fait à l'écosystème. Et donc comme vous pouvez le voir, on est aussi bien en France avec l'IFM, le LCF au UK, on a un partenariat un peu historique avec l'université de Tsinghua en Chine. On va en développer aussi bien côté Israël, qui est un nouveau programme. Bon, vu l'actualité, je dirais ça va être un peu en pause, mais on est je dirais, sur quelque chose que l'on fait aussi, vous voyez, en partenariat avec l'IFM, donc c'est intéressant. On a l'objectif de développer quelque chose à Singapour
voilà, qui va être finalisé. Et au-delà de ce qui vous est marqué, où il y a vraiment des partenariats très formels, on a par exemple quelque chose avec la Bocconi en Italie, avec Politecnico di Milano, pareil. On fait énormément d'interventions dans les universités, dans les écoles partout, à Parson aux États-Unis, parce qu'on considère que ça fait partie de notre responsabilité. Et puis le dernier point qui est, quand on parle de politique de développement durable, vous avez compris, on va dire que c'est je change mon business model pour qu'il soit le plus responsable possible. Mais on se doit aussi d'avoir un pilier philanthropique. Et donc ce pilier philanthropique chez Kering, il est, et voyez bien avant que je rejoigne le groupe, dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors c'est un sujet qui paraît beaucoup plus commun, même si malheureusement, quand vous voyez les statistiques, y compris en France en 2023, c'est un sujet qui a une acuité qui reste extrêmement forte. Ça a été créé avant le mouvement MeToo et c'était vraiment de dire qu'est-ce que l'on peut faire à côté des pouvoirs publics où un groupe de luxe peut avoir un effet. Donc, sachant que les femmes, c'est la majorité de nos employés, sachant que les femmes, c'est la majorité de nos clients, et que dans la chaîne en fait, d'approvisionnement, vous avez une majorité de femmes. Et cette année, en 2023, alors là, on s'attaque à la partie nord de l'Himalaya en termes de sujets. Après la lutte contre les violences faites aux femmes, parce qu'on veut aussi être pionnier et faire avancer un certain nombre de choses, on s'est mis en fait sur la lutte contre les violences faites aux enfants, avec un focus particulier qui est sur l'inceste. Et là, on est en fait sur le tabou des tabous. Et d'ailleurs, pareil, et d'où la gouvernance très importante en termes de discussion interne, nous avons été challengés de savoir si c'était pas quand même un peu une cause un peu hard pour un groupe de luxe d'aller sur ce sujet. Et François-Henri Pinault a voulu prendre la même approche qu'à l'époque sur la lutte contre les violences faites aux femmes, de dire on a un impact, on a cette capacité d'être vocal et d'être entendu sur un certain nombre de sujets qui dérangent, donc on y va, on fonce, et donc nous sommes en train de développer en fait des actions sur ce sujet particulier. Voilà. Vous vouliez très vite, et ça sera la conclusion sur le rôle de CSO avant et aujourd'hui. Alors c'est au-delà c'est au-delà de moi la perception que j'ai dans mon propre rôle, mais quand on en discute avec les uns et les autres, bon, d'abord le rôle il est lié à la fonction, il est lié au sujet. Jusqu'à il y a peu de temps, soyons honnêtes, c'était vu un peu comme c'est sympa d'avoir une direction développement durable, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui s'occupe de ce sujet. Prenons plutôt quelqu'un qui n'est pas trop embêtant, qui n'est pas trop challengeant, parce qu'on ne va quand même pas y passer trop de temps dans les réunions. Mais comme la réglementation ces dernières années, elle commençait à venir, il y avait au moins besoin de quelqu'un qui fasse un peu de reporting, parce que la réglementation, en fonction de la taille de l'entreprise, demandait du reporting. Mais ce n'est quand même pas une fonction à laquelle on va demander donner de la visibilité, et c'est quand même pas une fonction qui pourrait avoir un avis sur la stratégie, etc. Donc c'était cantonné à un rôle qui n'était pas complètement de la philanthropie, mais qui s'en rapprochait pas mal. Et d'ailleurs, c'était assez intéressant de voir les profils qui étaient mis en fait sur ces jobs de directeur de développement durable. C'était soit quelqu'un qui était en fin de carrière, mais qu'on ne voulait pas mettre dehors, qu'on ne voulait pas remercier, donc auquel on donnait un beau bureau, on mettait un titre de directeur, et puis il allait finir comme ça. Soit c'était quelqu'un qui était l'ami de quelqu'un de machin, etc., qui était mis sur ce poste, mais c'était pas quelque chose en fait de professionnaliser, etc. Et on est en train en fait de complètement évoluer. Donc là, je vous parle en général, je vous parle pas de chez Kering. D'abord, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, de pression, de connaissance de son écosystème, de sa chaîne d'approvisionnement, etc., un rôle en fait qui devient un vrai rôle. Et ce vrai rôle, la première reconnaissance, c'est quand vous regardez les évolutions, alors je parle notamment dans les grands groupes,
c'est de passer d'un reporting qui était en fait souvent perdu dans d'autres directions, à un reporting qui est soit au niveau, alors on va prendre d'un DG, soit au niveau d'un DG sans être membre de comité exécutif, soit au sein du comité exécutif. Mais maintenant, ces postes-là sont reconnus en fait dans la hiérarchie comme des postes qui font partie du top management. La petite subtilité quand même, où il y a encore des progrès à faire, c'est que quand on parle en fait de périmètre, et ça c'est une faiblesse, je vous dis la fonction RH, la fonction financière, d'emblée chez vous, ça résonne sur un certain nombre de sujets que ces personnes-là ont en termes de responsabilité. Quand on parle en fait d'un poste de directeur de développement durable, vous prenez en fait, je vais rester sur des boîtes françaises, vous prenez les boîtes françaises, leur périmètre de responsabilité donné par le dirigeant de l'entreprise, il est extrêmement hétérogène. Et vous n'avez pas quasiment, j'exagère un peu, mais vous n'avez quasiment pas 2 postes de directeur développement durable qui couvrent en fait le même périmètre. Et donc aujourd'hui, la fonction, et je ne vais pas vous lire le slide, la fonction, elle est devenue plus importante, elle est devenue plus stratégique. Le CSO, il est consulté. Le poids, et on en parle souvent avec des collègues, est aussi beaucoup lié, parce que comme la fonction n'est pas normalisée, et ça c'est une faiblesse de la fonction est beaucoup liée à la personnalité. La fonction est beaucoup incarnée. Alors que quand vous dites, vous allez me dire, oui c'est vrai pour toutes les fonctions, mais non. Vous avez encore une fois, je prends un DRH, un directeur financier, notamment prenons un directeur financier, on voit ce qu'il fait et statutairement, le sujet est positionné. C'est absolument pas vrai pour une direction développement durable. J'ai les relations institutionnelles. Paradoxalement, les relations institutionnelles, la fonction est plus classique. Vous prenez d'une boîte à l'autre, on sait ce que doit faire un directeur de relations institutionnelles, on voit à peu près comment il se situe, et d'emblée, ça rentre en résonance sur un terme de parcours. La fonction de développement durable, pas du tout encore. Et donc, je dirais, la prochaine étape, donc on va dans le bon sens, etc. Vous voyez, ne serait-ce que quand on parle des investisseurs, les investisseurs sur ces sujets-là veulent avoir en face d'eux la direction développement durable. Donc du coup, tout ça entraîne, comme il y a cette reconnaissance, à ce que le top management prenne plus en compte les avis, etc., du directeur de la RSE ou de la CSR, mais on n'en est pas encore à une fonction qui est totalement classique, totalement normalisée. Mais il y a eu des progrès en moins de 10 ans qui ont été phénoménaux. Vous disiez, je suis directeur développement durable. Il y a 10 ans, on va regarder c'est quoi, qu'est-ce qu'elle fait, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas forcément quel est le périmètre, mais au moins, on associe à un certain nombre de sujets. Et donc ça, je vous l'ai dit, ce qui est important, on parle de la profinanciation, le manque d'accès aux ressources. C'est encore vrai que dans certaines, par exemple, entreprises, vous pouvez avoir le directeur développement durable qui va reporter à une autre fonction. Donc l'arbitrage va déjà se faire au niveau du membre de COMEX, et donc la position quelque part vierge et le besoin de confrontation ne se fera pas au COMEX, mais se fera au niveau en dessous. Et donc, quel que soit le directeur qui aura une autre fonction, forcément, c'est de nature humaine, va faire un pré-arbitrage. Et puis le dernier sujet, mais ça me rappelle quand j'étais DIRCAB, c'est de se dire, ah bah oui, tout le monde va intégrer au fur et à mesure l'environnement, donc il n'y aura plus besoin d'avoir de CSO, ou il n'y aura plus besoin d'avoir de ministre de l'environnement. C'est faux. Moi, je n'y crois pas, et je ne dis pas ça pour prêcher pour ma paroisse. C'est simplement que vous aurez toujours besoin, dans l'entreprise, comme vous avez besoin au gouvernement, de personnes qui sont des aiguillons pour faire avancer le sujet. On n'est pas encore arrivé, et malheureusement, il va falloir encore, à mon avis, des décennies avant que tout ça soit complètement fluide, qui pousse. Simplement, et ça rejoint le sujet de professionnalisation, c'est-à-dire que si vous voulez apporter quelque chose
à vos équipes business, à vos équipes techniques, à vos équipes sur le terrain. Ça demande en fait que le niveau des équipes en charge du développement durable progresse. Quand on parle d'intelligence artificielle, bien évidemment, ça concerne la direction développement durable. Parce que le développement de l'intelligence artificielle entraîne des questions pour la direction développement durable. Mais simplement, il faut que vous ayez quelque chose, entre guillemets, d'intelligent à proposer, que vous ne soyez pas simplement dans un rôle dans l'entreprise de dire « j'interdis, c'est pas possible, on ne fait pas ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il faut aussi que vous soyez force de proposition constructive pour justement changer les choses au sein de l'entreprise. Donc ceux qui sont intéressés pour devenir CSO, je vous encourage. Et d'ailleurs on le voit, on ne se connaissait pas, mais sur les cabinets de recrutement, etc. Aujourd'hui, c'est une fonction qui est assez recherchée par les entreprises, parce qu'ils veulent des gens qui soient tout de suite opérationnels sur le sujet, etc., etc. Et donc, en France, en tous les cas, ça recrute. Et puis, avec toute la réglementation qui voit le jour, y compris dans les cabinets de consultants, etc., ça recrute. Et dans le domaine du luxe, il y a aussi de la concurrence entre les différentes marques sur les équipes de développement durable. Et si vous n'en avez pas encore eu assez et que vous voulez approfondir et que vous voulez, je dirais, passer tout votre week-end sur le développement durable et Kering, je vous invite, il y a plein de personnes de l'équipe et de l'extérieur qui ont participé donc, à cette série de podcasts et qui, j'espère, vous les trouverez intéressants. Et n'hésitez pas, que ce soit à Paul, à Pauline ou à moi, à nous faire des feedbacks. Voilà, merci pour votre attention et... J'ai dû dépasser mon temps, mais je suis trop bavarde. Je sais, c'est mon défaut. Mais je suis prête pour vos questions. Je ne sais pas si vous voulez dire... Merci pour la générosité. On n'a pas fait 50-50, mais je ne suis pas sûre que beaucoup de gens le regrettent. Il y a beaucoup de questions, mais on y va, on attaque alors. Merci beaucoup, Madame Daveu. Je m'appelle Laurence Sacker. Je travaille dans l'agroalimentaire. Je suis communicante, mais aussi formée à Sciences Po sur la transition écologique. J'ai une question people. Dans votre présentation, vous parlez de beaucoup de projets. Comment vos collaborateurs participent à ça? C'est la première question. Et la deuxième, j'en profite, l'émergence de la notion d'engagement ou de direction de l'engagement. Comment vous positionnez ce sujet dans vos activités? Alors, on m'entend, oui, c'est bon. Donc, la première chose sur les people, ce qui est très intéressant quand j'en parle avec en fait, les ressources humaines, ils sont les premiers étonnés en termes de recrutement, non seulement des nouvelles générations, mais on va dire un peu plus âgées, combien ce sujet est important dans l'entretien. Peut-être qu'il y a un biais que les personnes qui s'intéressent à Kering s'intéressent au luxe et s'intéressent aussi sur les aspects de développement durable, mais c'est extrêmement frappant, c'est qu'aujourd'hui, ils demandent qu'est-ce que fait l'entreprise en termes d'action, que ce soit sur le point de vue social ou le point de vue environnemental. Deuxième chose, moi j'aime bien sortir du spectre français, c'est pas quelque chose uniquement ni en France, ni en Europe, ni dans les pays développés, c'est aussi un facteur en fait, d'attractivité des talents quand vous êtes en Asie, et c'est aussi un facteur en fait, de rétention des talents pour leur dire restez plutôt que chez nous que d'aller chez le compétiteur, parce que les personnes aussi qui sont un peu plus âgées se font de plus en plus en fait challenger par leurs propres enfants. Et donc pouvoir de dire je fais du business, je suis dans le luxe, et le luxe par son ADN n'est pas inclusif, mais on a des effets positifs en termes de savoir artisanal, en termes de protection de l'environnement, etc. C'est quelque chose qui rend en fait les salariés fiers. Et d'ailleurs, il y a eu cette année une enquête, je ne sais pas comment ça s'appelle en interne, vous savez, une enquête d'opinion de l'ensemble des salariés. Et le développement durable est apparu en un comme vraiment le ciment, l'élément qui liait les employés du groupe. Ensuite, comment on les fait participer ? Évidemment, entre le designer, le directeur des achats ou quand vous faites de la comptabilité, votre rôle opérationnel sur le sujet n'est pas le même. Mais on essaye vraiment deux éléments. En communication interne, d'être assez punchy. Donc là, par exemple, c'est la
deuxième semaine de décembre, le 8 décembre, c'est la journée du climat, en plus ça tombe pendant la COP. On propose des formations en ligne, on propose en fait des ateliers green à la cantine, et puis on propose en fait des formations beaucoup plus structurantes pour aller vraiment dans le détail du climat pour ceux qui sont intéressés. L'autre façon aussi dont on engage les salariés, vous n'avez pas une sortie dans une maison, dans une boutique, et un peu une prise de parole officielle de François-Henri Pinault sans qu'il parle de ce sujet-là. Et puis, dernier exemple, donc je suis aussi en responsabilité en fait, de l'éthique dans le groupe. Évidemment, il y a les modules classiques de lutte contre la corruption, des sujets RH et tout. Mais par exemple, sur l'environnement, il y a chaque année dans la formation éthique un pilier dédié à l'environnement pour montrer que quand on dit aussi l'éthique, c'est l'éthique vis-à-vis des personnes, mais c'est aussi l'éthique vis-à-vis de la planète. Bonsoir, je m'appelle Anne-Gaëlle Ladrière, je fais du conseil sur les sujets de sustainability depuis longtemps et sur justement comment ne pas avoir sustainability d'un côté, stratégie de l'autre. Ma question est très courte. Est-ce que vous avez intégré dès le départ les limites planétaires ? Oui, on a intégré dès le départ et sur ce concept en fait de limite planétaire, on a même été, je crois, dans les toutes premières entreprises à communiquer en fait sur cette approche. Après, nous, on fait extrêmement attention et c'est pour ça qu'on est très focus sur le côté environnement, sur notre compte de résultats pour l'environnement justement, parce qu'il faut que derrière ça soit opérationnel. Et voyez, et quand on parle, moi je ne peux pas juste parler aux maisons en disant les limites planétaires ou de commencer par le premier slide, parce que pour eux c'est pas opérationnel. Donc il faut vraiment qu'on ait quelque chose, voyez, qui rentre les mains dans le cambouis, mais oui, pour répondre de façon binaire à votre question. Vous voulez ? Oui, avec plaisir. Excusez-moi. Je fais la mixité, je suis pour la parité. Merci, bonsoir. Je m'appelle Antoine, je suis un vieil étudiant à Sciences Po. Ça se voit pas, ça se voit voilà, pas. Donc à Sciences Po Executive Education, j'ai la chance de faire mon mémoire justement sur le luxe. J'ai d'ailleurs moi-même travaillé dans l'opérationnel. On voit dans d'autres secteurs, je pense à la technologie, Apple dévoile ses premiers produits qui sont neutres en carbone. Vous disiez tout à l'heure que c'était un enjeu qui était extrêmement important aussi et qui nécessitait une grande transformation au sein de l'industrie du luxe. Est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, on pourra avoir l'émergence de collections de produits qui seraient complètement neutres en carbone ? Tout est possible, hein, et notamment dans le secteur du luxe où la créativité est au cœur. Quand on dit de développer l'économie circulaire, vous voyez, ça y contribue. En janvier en fait, dernier, en Italie avec Gucci, on a ouvert ce qu'on appelle le Circular Hub, qui a un premier focus en fait, sur le cuir. Hein, comme vous l'avez compris, c'est une matière extrêmement importante pour nous, et qui est vraiment de passer à l'échelle la réutilisation du cuir qui provient à la fois des découpes, mais aussi, comme nous, on a pris dès 2018 l'engagement de ne plus détruire les invendus, etc., d'avoir ce côté de démantèlement, par exemple, d'un sac et de réutiliser. Donc, oui, on n'y est pas encore. Hein, on n'y est pas encore, mais on peut imaginer aller, alors je ne sais pas si ça sera totalement, mais en tous les cas, s'en rapprocher. Je ne veux pas faire de fausses promesses. Et c'est pour ça aussi que vous avez cette réutilisation, l'économie circulaire, et aussi ces nouveaux matériaux. Ces nouveaux matériaux. Mais je crois que quand vous êtes dans l'industrie textile, la première chose qui est à faire, et donc je parle industrie textile au sens large, mais le luxe est aussi consacré dedans, c'est vraiment de produire, voyez, les bonnes quantités, d'éviter vraiment le sujet de l'overproduction. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les premiers chiffres sur l'industrie textile, c'est cette surproduction. Et d'ailleurs, on le voit, c'est exponentiel en fait, la surproduction. Donc c'est vraiment ça qui est le premier sujet. Et puis après, tout le reste, c'est oui, pourquoi pas dans quelques années. Et quand on pense par exemple à du cuir qui serait issu de cuir en laboratoire, vous avez un peu la réponse. Ou quand vous voyez sur le diamant qui est aussi fait en laboratoire, évidemment, vous n'êtes pas à zéro, hein, puisque vous avez, même si l'énergie elle est renouvelable, vous avez quand même de l'impact, mais ce sont quand même des très grandes transformations. Après, tout le sujet par rapport à la matière, parce qu'on est, alors là, je dirais, on a plein d'avantages d'être dans le luxe,
Mais on a, je dirais pas des inconvénients, mais des challenges, c'est que vis-à-vis du consommateur, ça doit rester un produit de luxe. Donc ça veut dire qu'en termes de qualité, il faut qu'il y ait strictement aucun compromis qui soit fait sur la désirabilité, la qualité, etc. Donc c'est là tout le rôle qu'on a à jouer. Et c'est pour ça aussi que certaines matières premières innovantes qui pourraient être utilisées dans des marques premium, etc., notamment chez Kering, on met du temps à les utiliser parce qu'on veut être sûr que, in fine, la qualité soit la même. J'ai un exemple de coloration, vous voyez, qui se fait dans une start-up avec des micro-organismes. Bon, mais voyez bien qu'il faut être vraiment sûr de la stabilité de nos petits micro-organismes pour produire la coloration, parce que si je colore un sac, j'en sais rien, Saint-Laurent en rouge, et qu'il pleut et qu'il y a un petit sujet, même s'il est complètement dédé, je ne suis pas sûre que nos clients et clients seront complètement. Donc c'est pour ça. Ça fait partie des sujets. De toute façon, nous, on a aussi un engagement en termes d'entreprise d'être net zéro à échéance au-delà de la Science Based Target à 1,5 en 2050, mais ça va mettre quelques années. Moi, j'ai une question. Bonjour Nelly Manoukian. Vous avez lu dans mes pensées puisque j'allais vous poser une question sur la fast fashion. Je sais que bien sûr Kering n'en fait pas. Mais quelle est votre position sur le sujet? Est-ce que vous sentez que vous avez une responsabilité pour faire bouger aussi le marché dans un sens de un peu moins de overproduction? La réponse est oui, sans aucune hésitation. C'est pour ça qu'on considère en fait que le luxe a ce côté un peu pionnier, a ce côté lanceur de tendance. Et la meilleure façon d'y répondre pour nous, c'est de travailler dans des coalitions. Donc d'où le Fashion Pact, où on a des acteurs en fait de la fast fashion. D'où le fait de partager nos pratiques avec eux. Et quand vous voyez en fait sur le fond, sur l'agriculture régénératrice, Inditex, ce que je vous disais, Zara. Donc est avec nous derrière. Et nous, on considère que si on veut changer de paradigme, on ne le fera pas tout seul et on ne le fera pas sans ces acteurs-là. Donc on a cette responsabilité. Après, il faut aussi être honnête par rapport à la difficulté auxquelles ils sont confrontés. C'est vraiment un changement total de leur business model. Donc c'est extrêmement challengeant. Et c'est aussi, vous voyez là, c'est là où aussi les clients, etc., tout le monde doit y contribuer pour faire changer les choses. Et nous, à notre échelle, hein, encore une fois, on va rester modeste parce que, je veux dire, on fait ce que l'on peut, mais on n'est pas un acteur qui émet de la réglementation ou de la législation, etc. Mais on voit bien que ces acteurs-là, en tous les cas, ceux qui sont au sein du Fashion Pact, vous voyez, là, on vient de lâcher la présidence du Fashion Pact, c'est H&M qui vient de la prendre. Et pour nous, c'est extrêmement important, parce que même si l'ensemble des acteurs du luxe, et je rebondis sur ce que vous évoquiez, on était parfait, de toute façon, en termes de volume de produits et de notre impact global, on ne changerait pas l'industrie textile. Par exemple, est-ce que vous vous êtes positionné sur le sujet de Chine, Chine il y a des pétitions qui circulent au sein des écolos en général pour les interdire? Non, parce qu'on considère que ce n'est pas non plus dans notre rôle voyez, d'être contre telle ou telle entreprise. Nous, on a une approche qui est une approche en fait d'entreprise, qui est une approche positive, et donc ceux qui veulent engager leur transformation. Mais vous rentrez pas comme ça dans le Fashion Pact. C'est-à-dire que dans le Fashion Pact, vous avez un comité qui fait les due diligence pour être sûr que l'entreprise qui veut faire partie du Fashion Pact, elle est vraiment engagée dans une démarche de transformation, elle va vraiment mettre les moyens. Après, parce qu'on peut toujours nous dire c'est pas suffisant, c'est pas ceci, cela, on ne se positionne pas, et ça c'est important, en tant que régulateur. On est juste une entreprise où on se dit on a de la chance, on est dans le secteur du luxe, essayons de faire bénéficier. Mais ça, quelque part, vous voyez, c'est le rôle dans la cité, c'est pas non plus de pouvoir. Donc quand on a du H&M, du Inditex ou d'autres qui viennent et qui sont vraiment impliqués pour vouloir transformer, faire des choses sur le terrain, ils sont les bienvenus. Mais par contre, on ne se positionne pas, on ne va pas faire du name and shame, ça c'est pas du tout dans notre philosophie. En plus, je suis pas sûre que ça soit, alors ça c'est un avis très personnel,
Quand on voit aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément productif et qu'il vaut mieux essayer. Alors je suis peut-être un peu utopiste, mais d'entraîner le consommateur, etc. Parce que moi, je suis frappée quand j'en parle avec des plus jeunes, etc., qui aiment bien le monde de la mode. C'est ce que je vous disais en intro. Ils ne font pas le lien entre le t-shirt qu'ils achètent ou la petite robe de soirée qu'ils vont acheter à 15 euros, 10 euros, 5 euros, et tout ce que ça veut dire derrière. Alors nous, on peut se dire, ouais, c'est dingue, parce que je vois votre réaction, ouais, c'est dingue, mais la réalité, c'est qu'ils ne vont pas penser forcément, tiens, derrière, il y a du coton, comment le coton, il a été produit, il y a des OGM, il y a des pesticides, etc. Non, parce que quelque part, il y a l'achat plaisir quand vous êtes dans le vêtement. Et donc voilà, donc pas de name and shame, mais tous ceux qui veulent changer les choses sont les bienvenus. Bonjour, Bruno Santos, je suis communicant et je viens de terminer mes études puisque là je viens de soutenir mon mémoire sur le luxe, le développement durable et les nouveaux imaginaires. Petite question, chez votre groupe confrère Richemont, Chloé est devenue Bicorp en 2021 et a obtenu le statut de société à mission en mars dernier. Est-ce que c'est un modèle que vous regardez et vous pensez qu'il puisse être compatible pour plein d'autres entreprises du luxe? Alors d'abord vous dire moi j'aimerais aussi compléter sur la joaillerie, puisqu'il y a aussi des joailliers à mission. Je pense à Vever. Vous aviez évoqué tout à l'heure les diamants de synthèse. Et quelle est la position du groupe sur ces sujets aussi? Alors, c'est deux questions différentes. La première, alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les marques du groupe Richemont. Je vous disais Cartier d'un côté et Chloé, vous voyez, leur CSO était à notre journée développement durable, et Riccardo Bellini, qui est le CEO de Chloé, fait partie en fait, alors qu'ils n'ont pas mis de financement, du fonds sur l'agriculture régénératrice, et travaille avec nous, avec CI. Donc tout ça est de la grande famille. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement bien qu'ils aillent sur Bicorp, et on en avait échangé et on les a félicités, etc. Après, appliqué à Kering, on a réfléchi, et on a même réfléchi au niveau des marques, etc. Et alors là, vous allez dire, elle n'arrête pas de dire qu'on est modeste, qu'on est humble, etc. On a eu une analyse qui était, pour devenir en fait Bicorp, je ne sais pas comment vous êtes familier, c'est très process. Bon. C'est extrêmement process, et je pense que quand vous démarrez une démarche ambitieuse de développement durable, etc., c'est quelque chose en fait d'extrêmement intéressant, parce que ça vous permet par du process de structurer en fait votre démarche, votre gouvernance, etc., etc. Donc moi, si on me demande en fait est-ce que le Bicorp c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas ça, c'est vraiment à regarder à l'aune. Voilà. Moi, quand on m'a posé la question, et il y a même des marques chez moi qui ont challengé, on en a parlé en fait avec François-Henri Pinault, et moi la première, en fait, j'étais pas pour que le groupe s'engage dans une démarche. Pour la simple et bonne raison, c'est que même si on a beaucoup de ressources et qu'on a de la chance pour ça, les ressources, elles sont quand même limitées humaines. Et donc, pour Kering, ce qui ne répond pas pour les autres groupes, mais pour Kering, je préfère que les équipes, elles sont sur le terrain et elles aillent me chercher la traçabilité du cuir, de la laine, que je n'achète pas en direct, et qu'elles me fassent des actions, parce que je considère, peut-être à tort, hein, vous aurez le droit de me challenger, mais que le niveau de maturité de l'entreprise, il est suffisant, et que maintenant, on doit délivrer dans le concret sur le terrain. Et donc, quelque part aussi, et ça, c'est une façon de se rassurer, vous voyez, quand vous êtes dans un grand groupe, de dire, je vais passer du temps à faire, c'est un peu comme les normes ISO, je vais passer du temps à faire du process, du ceci, du cela, mais sauf que vous n'avez rien changé sur le terrain. C'est pour ça que même quand vous parlez, personne ne m'a posé la question sur l'IPNL, mais bien évidemment, l'IPNL, il est en progrès permanent pour avoir la qualité de la donnée, etc. Mais il y a un moment donné, je n'ai pas besoin d'avoir le troisième chiffre après la virgule qui est parfait pour décider d'avoir une action sur le terrain. Et même à la limite, si mon IPNL, comme c'est un truc volontaire, il est bon à 80%, ça me donne mes grandes masses, et c'est largement suffisant
pour aller faire des programmes. Peut-être que quand dans quelques années, je serai sur l'épaisseur du trait en termes d'amélioration, là, je viendrai dire, ouais, non, moi, il me faut les 20% et être sûr que les 20% sont nickel. Mais j'en suis pas à ce stade-là. D'où le choix, mais en fonction d'où vous êtes, ça peut être intéressant. Et sur le diamant synthétique, ou de synthèse, ou voilà, nous, c'est vrai que chez Kering, c'est quelque chose que l'on regarde, mais c'est pas quelque chose aujourd'hui où nos marques ont décidé de s'engager. Et elles se sont plutôt engagées, vous voyez, par exemple, quand on est sur... Parce que maintenant, il y a aussi d'autres pierres de synthèse, etc. Plutôt à être sûr que ça vient toujours, on va dire, pour le diamant, de la terre, du milieu naturel, mais que les conditions, en fait, d'extraction ou de réutilisation derrière soient le mieux possible. Mais c'est pas quelque chose sur lequel on a fermé totalement la porte. Juste un dernier point, vous parliez d'améliorer l'IPNL. C'est un indicateur qui est très anthropocentré. On vous lit souvent prendre la parole sur la méthode CARE. Pour tout le monde, c'est une méthode qui est développée par la Fondation et la chaire de comptabilité écologique de l'AgroParisTech. La France est à la pointe mondialement sur ces sujets. Est-ce qu'on peut imaginer que l'IPNL avance et en tout cas progresse et ajoute des petites briques, même si on sait que ces deux méthodes sont orthogonales, dans le sens de la méthode CARE? Alors l'IPNL, pour vous donner un ordre de grandeur aujourd'hui, vous avez plus de 1000 entreprises dans le monde qui l'utilisent, ce compte de résultats pour l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des entreprises de la pharma, de l'agro, de l'automobile. Donc vous avez vraiment des secteurs extrêmement différents. Encore une fois, vous voyez, c'est une question de priorité. Maintenant, il va y avoir la CSRD aussi, qui, là, et on est sur un outil réglementaire, va aussi vous faire voir le rendu de vos données, que ce soit sur l'environnement ou le social, peut-être un peu de manière différente. Donc ça, il y a une première étape. Et puis, il y a une deuxième, je trouve que c'est super bien, mais ça, c'est très personnel, de passer du temps sur la méthodologie pour mesurer son impact, etc. Mais maintenant, et vous l'évoquiez vous-même dans le propos introductif, quelle que soit la méthode d'analyse et de prise en compte, il faut passer à l'action, quoi. Et je trouve, et ça c'est très, encore une fois, c'est pas pour être désagréable avec les uns ou les autres, et je vous le dis d'autant plus que je suis ingénieur, donc normalement je devrais être sensible à la qualité de la donnée, le machin, etc. Mais je trouve aussi que de passer son temps sur savoir quel outil on va prendre pour mesurer, c'est une bonne excuse pour pas mettre d'action sur le terrain en place. Et du coup, de la même manière, moi, je ne souhaite pas que les équipes... Donc, s'il y a des choses intéressantes qui sont à faire, et je ne vais pas critiquer ce que fait AgroParisTech, loin s'en faut. Mais là, en fait, l'énergie, on ne peut pas être partout. Donc là, l'énergie, c'est de mettre en place des programmes. Et je me rends compte qu'on ne le mesure peut-être pas, mais je peux vous assurer que le 40% qu'on a pris, mais c'est énorme. C'est énorme en termes d'engagement. Vous mentionniez, madame, comment on engage les salariés. C'est énorme. C'est vraiment de leur faire changer leur pratique. C'est avant tout un sujet de change management. Donc, vous voyez, il y a un outil qui marche bien, qui nous permet de mesurer. Il n'est pas parfait, mais maintenant, on avance. Et moi, je préfère... si jamais vous me réinvitez dans 3 ans, de pouvoir vous dire en émissions sur mon scope 1, scope 2, scope 3, j'ai diminué mes émissions de gaz à effet de serre en absolu de temps, plutôt que de dire ouais, on a super peaufiné avec toutes les méthodos, on est peut-être mieux, c'est ceci. Après, chaque méthodo, elle a son biais. La nôtre, qui je dirais n'est pas la nôtre, parce qu'elle a été développée, elle est en open source avec plein d'autres. Et vous imaginez bien qu'on s'est aussi inspiré de ce qui pouvait se faire dans des universités, etc. Voilà, elle a le mérite d'exister. Très vraisemblablement, la CSRD va nous demander aussi sur un certain nombre d'autres sujets, peut-être de développer d'autres modèles, etc. S'il y a des choses intéressantes, on les prendra. Mais moi, je ne les oppose pas. Je mets vraiment ça. Absolument. Maintenant, il faut y aller, il faut être sur le terrain. Juste, dernier point, votre position sur la bataille entre l'ISSB et la CSRD, la position, ou en tout cas votre... De toute façon, la position, si vous voulez, la CSRD, elle s'applique. Donc la CSRD, c'est demain, donc il n'y a pas d'opposition. Je trouve encore un peu tous ces... comment dire ce qui sera décidé, de toute façon, on l'appliquera. Quand vous êtes une entreprise...
quelque part, il y a des avantages et des inconvénients et on peut y aller sur la méthodologie des deux côtés. Encore une fois, vous êtes entreprise, il faut être tourné vers l'action. Ce qui est important pour nous, c'est que les réglementations, quels que soient les endroits d'où elles viennent, vous savez bien que dans l'entreprise, il faut une certaine visibilité, une certaine stabilité. Aujourd'hui, rien qu'au niveau du corporate, pour vous donner quand même un ordre de grandeur, pour faire l'analyse de la double matérialité qui est demandée par la CSRD, j'ai 30 personnes qui sont impliquées. Donc, les 30 personnes, évidemment, elles ne sont pas full-time sur ce sujet, mais j'espère quand même qu'entre les méthodologies, on pourrait parler de la TCFD, etc. Également, entre toutes ces méthodologies, les personnes qui sont sur ces sujets-là vont pouvoir passer leur temps à mettre des programmes en place plutôt que, vous voyez, parce qu'à se poser des questions. Donc, quelque part, et moi je suis une fervente défenseur de la CSRD, parce que je pense que pour l'ensemble du système, ça va faire progresser les choses. Mais quand on parle de toutes ces reportings, de toutes ces normes et tout, faisons aussi attention à ce que dans les entreprises, on ne passe pas notre temps à faire du reporting, à faire ça, et pas à agir sur le terrain. Et donc là, ça foisonne de partout. Bon, l'Asie, normalement, quand on en discute de façon informelle, vont très vraisemblablement, plutôt dans les années qui viennent, évoluer sur déjà des normes existantes. En Europe, ça ne s'appellera pas, mais ils s'en inspirent fortement. Mais vous voyez, sinon, on va tous passer dans ces directions-là. Et quand je dis 30 personnes, ce n'est pas uniquement des personnes, évidemment, de ma direction. C'est aussi au RH, c'est aussi à la finance. Bon, voilà, donc c'est l'exercice qui est à faire et il va être bénéfique au global, mais attention à ce qu'on ne fasse pas que du reporting, parce que c'est un peu comme passer son temps à améliorer quel que soit l'outil d'impact, IPNL ou autre, vous n'êtes pas sur le terrain. Je vous laisse choisir qui... Bonjour Madame Daveu, merci beaucoup pour votre intervention. Isée Auberchard, étudiante à l'ESCP. Ma question concerne les collections et le rythme assez effréné des collections au sein des maisons. En tant que SEO, voulez-vous et surtout pouvez-vous avoir un impact là-dessus, dans la mesure où ça alimente aussi une certaine frénésie et une surconsommation? Merci. Alors c'est là où on touche aussi la limite du rôle du CSO. C'est pour ça que la façon dont moi j'appréhende le sujet, parce que la multiplication des collections, vous avez raison, vous pourriez aussi me parler de l'impact des fashion shows, même si avec la communication, on travaille très étroitement pour regarder leur impact, etc. Effectivement, c'est aussi un sujet sur lequel il faut être vigilant. Et la façon dont nous, tous ces sujets-là, puisque on a positionné, et je ne l'ai pas dit, on ne veut pas que le développement durable soit perçu comme une contrainte, voyez, et que ça soit perçu comme quelque chose qui empêche, etc. Et donc, moi, ma façon de faire au niveau de l'entreprise, vous voyez, c'est de partir plus haut et de se dire, par exemple, il faut que vous réduisiez par ces 40%. Ou comme on l'a rappelé avant, où on avait cet objectif en termes d'intensité, vous allez dire qu'à chaque fois on prend 40%, mais de réduire de 40% notre empreinte environnementale. Et après, quelque part, vous voyez, donc il y a deux niveaux. Au niveau de Kering, c'est vraiment de se dire, dans cette boîte-là, c'est quelque part une allocation, si on est sur l'environnement ou le CO2, c'est quasiment en fait une allocation de quotas que vous avez à l'échelle de la marque. Et dans cette allocation de quotas, vous avez votre responsabilité de faire et de mettre sur le marché, mais à la fin, il faut que vous réconciliez. Donc, si vous voulez, vous savez, c'était un peu comme quand il y a eu la période en fait de la Covid et qu'il n'y avait plus les défilés en physique et que tout était en digital. Certains avaient l'impression que c'était top et que du coup, on n'avait plus aucun impact. Et que de faire une vidéo, de retransmettre et que tout ça était dans le monde du digital, c'était merveilleux. Tout l'impact environnemental était parti. Bon, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, plutôt que de faire voyez, du micromanagement, où je pense en plus que je n'aurai pas d'impact, je suis bien consciente de la limite, je préfère, en fait, quelque part, borner par ce type d'objectif. Et donc, de fait, ça borne aussi par rapport au nombre de produits que vous mettez sur le marché. Et c'est ce que l'on appelle la fair production. Encore quelques questions. Je n'ai pas le temps. Merci beaucoup. Séverine Expert-Tondard, je suis beaucoup moins terre à terre. Je suis
expert en patrimoine de mode et textile. Et je m'interroge sur la difficile articulation de votre rôle, tel que vous le définissez, et puis de l'émergence de l'impératif développement durable dans le luxe, avec l'ADN du luxe qui est quand même, vous l'avez dit, et la rareté, mais c'est aussi en tout cas associé à des savoir-faire traditionnels et souvent des matières dites nobles. Comment vous allez... Enfin, c'est intéressant l'histoire du mycélium pour remplacer du cuir, mais comment transposer dans l'imaginaire de vos clients, qui restent des gens qui veulent du rare et du considéré beau ou noble, les convaincre que, en tout cas, est-ce qu'ils ont besoin de savoir que vous êtes les plus vertueux, ou ils veulent continuer à rêver avec de... Voilà, il y a plein de questions. Il y a plein de questions dans ce que vous voulez. D'abord, dans votre constat sur le luxe, qui est sur la rareté des matières nobles, etc. C'est exactement la définition du développement durable. Encore une fois, c'est pour ça qu'on dit, et ce qui n'est pas l'industrie textile, mais le développement durable et le luxe, ils marchent vraiment main dans la main. Parce que le luxe n'est pas inclusif, donc vous êtes sur des volumes qui sont petits. Vous êtes sur de la matière première qui est noble, donc ça veut dire de la matière première de qualité. Si vous voulez avoir un cuir de très grande qualité, eh bien, il faut que votre bovin ne se soit pas abîmé la peau avec les barbelés, etc., qu'il ait été bien traité, etc. Donc les deux se réconcilient complètement. Et c'est pour ça que l'on dit, alors après il y a l'autre sujet, qu'est-ce qu'on dit aux clients, mais c'est pour ça que nous on aime dire que la partie développement durable est inhérente à la qualité. C'est-à-dire que quand on dit qualité, vous avez savoir-faire, vous avez la qualité des matières premières, et vous avez le fait que vous faites attention à la planète et vous faites attention aux gens. Le deuxième sujet qui est par rapport aux clients, et là, c'est là où on laisse en fait chacune de ces marques. Vous avez des marques qui ne souhaitent pas communiquer en fait dans le détail sur ces sujets-là. Vous avez des marques qui sont totalement silencieuses sur ce que la marque elle fait, etc. C'est leur choix, c'est le choix du designer avec le CEO de dire je ne vais pas être vocal. Vous avez d'autres marques qui considèrent que, comme elles peuvent être vocales sur la diversité, eh bien, elles ont envie aussi d'être vocales sur le changement climatique, etc. Et donc, soit elles peuvent l'être au niveau de leur propre communication corporate de la maison, soit certaines y vont un peu plus même par rapport à leurs produits. Donc encore une fois, c'est là où on rejoint sur l'ADN de la marque, et vous avez des marques qui, encore une fois, de tout temps, ont été extrêmement avant-gardistes. Et donc, être avant-gardiste aujourd'hui, c'est aussi être en capacité de proposer... Messieurs, nous vous informons que le bâtiment va fermer ses portes dans quelques minutes. Merci de bien vouloir commencer à vous diriger vers les sorties. Ça, donc, bon... Donc... C'est sympa parce que sinon je vous gardais toute la soirée, vous voyez. Et donc c'est notre responsabilité de dire telle ou telle matière correspond, comme on l'a fait sur la fourrure. C'est aussi ça le luxe, c'est changer les codes. Je pense qu'il faut que j'arrête. Merci beaucoup, merci infiniment. Je voulais juste vous rappeler que nous aurons une prochaine séance le 22 novembre sur l'état des opinions publiques internationales face au climat. En avance par rapport à la COP 28. Le 5 décembre, nous avons un débat sur l'impact de la transition sur les métiers.
notamment en recevant des CSO du groupe Colas dans le BTP, la construction, de L'Oréal France, et puis Caroline Renoux, qui est la fondatrice et dirigeante du cabinet Burdeo. Vous connaissez sans doute. Et puis le 7 décembre, on aura le plaisir d'échanger avec une hydrologue assez médiatisée, dont vous connaissez peut-être le nom, qui s'appelle Emma Aziza. Voilà, sur les problématiques de l'eau. Vous avez déjà évoqué. En tout cas, merci infiniment, Marie-Claire. Et puis, on vous souhaite tout le succès du monde dans votre entreprise. Merci.